Dernier point d'information de la journée. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. La Côte d'Ivoire a fait ses adieux ce vendredi à Monseigneur Paul Siméon Aouana, archevêque métropolitain de la ville de Bouaké, décédé le 12 février dernier. Le président de la République était représenté par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Avec lui, plusieurs autres membres du gouvernement. L'homme de Dieu a été inhumé dans l'enceinte de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Bouaké. Les nouvelles lois de l'urbanisme et du foncier urbain en Côte d'Ivoire, le nouveau texte présenté par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rencontré l'adhésion des députés de la Commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement. L'examen de ce projet de loi s'est tenu ce jeudi à l'Assemblée nationale. Dans un peu moins d'une demi-heure, ce sera la fin de la campagne présidentielle au Sénégal. Les candidats s'activent encore pour convaincre les électeurs. Ce sont plus de 7 millions de Sénégalais qui sont appelés aux urnes ce dimanche 24 mars 2024 pour élire leur 5e président. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Difficile séparation. La Côte d'Ivoire perd l'un de ses illustres hommes de Dieu, Monseigneur Paul Siméon Aouana Dro, archevêque métropolitain de Bouaké, a reçu les hommages du pays ce vendredi à Bouaké. Le Premier ministre a représenté le président de la République à cette messe des requiem. Monseigneur Paul Siméon Aouana a été inhumé dans l'enceinte de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Bouaké. Kader Sogodogo. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus Bouaké, la communauté catholique et la Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, disent un dernier adieu à Paul Siméon Aouana Dro, archevêque métropolitain de Bouaké. Comme à toutes les étapes des obsèques, le Premier ministre Begré-Mambé est à Bouaké pour la messe de Requiem. Temps fort, la reconnaissance de la République. Le défunt recevra des mains du ministre des Transports, Amadou Koné, la médaille d'officier de l'Ordre national à titre posthume. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo, va lui remettre la reconnaissance de la République, des distinctions au nom du président de la République, Alassane Ouattara. 28 ans d'épiscopat, acteur de paix en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paul Siméon Aouana Dro fut vice-président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et président de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes CONARIV, un homme de Dieu qui aura marqué son temps. Le clergé catholique ne l'oubliera jamais. Siméon, merci. Merci de nous avoir laissé ce testament. Nous te demandons une seule chose. Toi qui vois aujourd'hui ce que nous autres ne voyons pas encore, toi qui entends aujourd'hui ce que nous autres n'entendons pas encore, intercède pour nous auprès du Père, afin que nous puissions reconnaître vraiment en l'autre un frère à qui nous devons respect, amour et vérité. Au nom du président de la République, le Premier ministre témoigne de toute l'admiration que la Côte d'Ivoire porte à cet homme de Dieu. Il y a donc un message très fort qu'il nous a laissé. La vie de l'homme doit contribuer au rayonnement de Dieu parmi les hommes. Et c'est ce qu'il a fait. La Côte d'Ivoire lui a fait confiance, lui a confié d'énormes responsabilités en dehors de celles qu'il avait au sein de l'Église. Et vous avez vu comment il a contribué à faire rayonner la paix à Bouaké. Il a réconcilié les communautés, il a réconcilié les hommes de foi et il a fait en sorte que Bouaké soit une ville paisible, la cité de la paix. C'est l'œuvre de Dieu par lui pour les hommes qui reposent en paix. Le président souhaite que toute la Côte d'Ivoire tire une leçon de sa vie pour que nous soyons tous des hommes et des femmes de paix. Il n'y a rien de plus beau que la paix. Remise de l'étole des franciscains, l'homélie, la consécration, le sanctus, jusqu'à l'absoute pour la grande séparation. C'est sous le coup de 12 heures que Monseigneur Paul Siméon Aouana Dro
archevêque métropolitain de Bouaké, a été mis en terre conformément à sa dernière volonté à l'enceinte de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Adieu, Monseigneur. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, a pris part à la cérémonie de rupture collective du jeûne de Ramadan aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ce mois de jeûne musulman se tient concomitamment avec le carême chrétien, une occasion pour le ministre d'exhorter ses hommes à la solidarité et à l'esprit de partage entre frères d'âme et population civile. Frédéric Oulaï, Abou Sanogo, Basile Kwasi. Caserne de gendarmerie d'Agba, comme un jour de fête. L'ambiance était bon enfant pour une rupture collective du jeûne du Ramadan. Invité spécial, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Un moment qui a rassemblé les unités des forces armées du Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. Instant de partage, de cohésion et de solidarité pour renforcer les liens entre les soldats et leurs tutelles. L'imam de la caserne a salué l'initiative. Nous vous disons grand merci et nous remercions le Seigneur miséricordieux de nous avoir donné ces instants de partage entre nous, instants, des moments de fraternité, des moments de convivialité et des moments d'amour. La cérémonie de ce soir est aussi celle du témoignage de la reconnaissance et de la gratitude à Allah, à nos autorités ainsi qu'à nos aînés. En effet, notre communauté, grâce à la bénédiction du Très-Haut, à la bienveillante attention de notre hiérarchie et avec l'encadrement de nos aînés, s'est davantage structurée et a gagné en maturité, visant à faire des militaires et du gendarme un bon croyant et un bon soldat. La rupture du jeûne du Ramadan offre donc l'opportunité au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, d'exprimer sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur des forces de défense et de sécurité. Je voudrais dire très respectueusement, Monsieur le ministre d'État, notre fierté d'exercer à côté de vous. Et cette fierté tient au fait que surtout, nous vous reconnaissons avec son Excellence Monsieur le Président de la République, très pieux. Nous prions pour vous-même, pour votre famille et à travers vous pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Période de recueillement et de haute spiritualité. Le jeûne du Ramadan et le carême chrétien sont observés au même moment. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a exhorté l'ensemble des forces de défense à la solidarité et au partage. Au-delà de la rupture, c'est plutôt donc plusieurs confessions religieuses qui se retrouvent sur cette place ici aujourd'hui. Et grâce au Tout-Puissant, il se trouve que donc le jeûne chrétien et le jeûne musulman se font cette année à la même période. Et je dois dire que c'est un message du Tout-Puissant à notre endroit pour nous inviter à la cohésion des religions, la cohésion des populations, pour que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent donc aller dans le même sens. Son Excellence le Président de la République est à l'écoute de ses armées. La cérémonie de rupture collective du jeûne a donné lieu à la remise d'un important don du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. 40 tonnes de riz, 40 tonnes de sucre, 100 cartons de lait et 1000 cartons de gobelet et une enveloppe de 10 millions de francs CFA, d'un montant global de 65 millions de francs CFA. Ces dons seront répartis entre toutes les confessions religieuses des forces de défense et de sécurité. Réduire considérablement les cas de litige dans le domaine du foncier urbain. Renforcer la sécurité dans la délivrance de l'ACD, l'arrêté de concession définitive, ce sont entre autres des réformes du projet de loi modifiant la loi sur le code de l'urbanisme et du domaine du foncier urbain. Le texte présenté par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, adopté à l'unanimité ce jeudi par la Commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement de l'Assemblée nationale. Konaté Moussa pour le compte-rendu. Le projet de loi modifiant la loi instituant code de l'urbanisme et du domaine du foncier urbain
Le texte examiné en commission en décembre dernier avait été retiré pour être révisé au niveau de certaines dispositions. Nous avons mis un comité qui a tenu un atelier pour réfléchir sur ce projet de loi. Et ce comité, après avoir travaillé, nous a rendu compte. Nous-mêmes, nous avons rendu compte au président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, que nous sommes prêts, nous avons demandé que le ministre revienne pour qu'on lui présente nos observations sur le projet de loi. Et la séance est bien passée parce que le ministre a pris en compte la plupart des observations que nous avons faites à travers notre comité de réflexion. 15 articles sont concernés par la modification de la loi sur le code de l'urbanisme et du foncier urbain. Des réformes pour apporter des réponses efficaces aux nombreuses difficultés dans le secteur, notamment la délivrance des arrêtés de concession définitive ACD. Nous pensons avoir pris toutes les dispositions qui permettent aujourd'hui de délivrer des actes qui soient des actes beaucoup plus forts, des actes sécurisés, des actes, je ne dirais pas inattaquables, parce que chacun peut se pourvoir devant la juridiction, mais des actes qui aujourd'hui ont toutes les sécurités à l'intérieur et qui nous permettent de dire aux Ivoiriens qu'un ACD qui leur est délivré, à partir de maintenant, est un acte définitif. Le présent projet de loi, dans son article 222 nouveau, stipule que l'ACD fait l'objet de publication au livre foncier et au journal officiel. L'ACD peut également faire l'objet d'affichage à la mairie ou à la sous-préfecture du lieu de situation. Selon le même article, 4 mois après l'accomplissement des formalités de publication ou d'affichage, l'ACD ne peut plus faire l'objet de recours, sauf en cas de faux avéré. Un tour au Sénat, la présidente de l'institution a reçu en audience la ministre de la Culture et de la Francophonie. Kandia Camara et Françoise Remarque ont abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment la tenue de la 13e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Le Sénat a marqué son total engagement et sa disponibilité pour la réussite de cet événement culturel. Les détails avec Herman Guivet. Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, à la permanence du Sénat d'Abidjan, venue rencontrer la présidente du Sénat, Kandia Camara, afin de bénéficier de son expérience, surtout de sa vision, sur plusieurs sujets touchant à l'émancipation de la femme. Première femme élue à la tête du Sénat ivoirien, Kandia Camara est un modèle inspirant pour la gente féminine qui a soif de faire bouger les lignes en matière de respect de ses droits. Des avis et suggestions qui seront mis à contribution dans le cadre de l'organisation du Massa 2024, le marché des arts et du spectacle africain, qui se tiendra au mois d'avril. Il était important que l'on puisse demander et recueillir de la présidente du Sénat ses conseils sur un certain nombre de chantiers que nous allons mettre en place en 2024. Ces projets doivent se faire avec les collectivités territoriales. Le Sénat est la représentation de ces collectivités territoriales car nous souhaitons que la culture soit accessible à tous les niveaux. Un des sujets que nous avons évoqués de manière plus spécifique, c'est la prochaine édition du Massa qui aura lieu du 13 au 20 avril et qui sera un peu dans la continuité de la Coupe d'Afrique des Nations puisque nous allons recevoir 33 pays. Il était important aussi que l'on recueille les observations de Madame la Présidente du Sénat, ses avis sur cette organisation et surtout sur la mobilisation des populations car cet événement est un événement fort qui va aussi montrer à la face du monde tous nos atouts dans les arts et dans le spectacle. Le Sénat s'honore de cette visite. Je fais savoir à Madame la Ministre que le Sénat prendra toute sa place dans l'organisation du Massa et le Sénat vraiment jouera son rôle pour faire en sorte que ce Massa-là, tout comme la Cannes, soit un succès. Parmi les communes choisies pour abriter les événements du Massa, il y a la commune que nous avons l'honneur de diriger, Abobo. Alors vraiment nous remercions Madame la Ministre pour le choix porté sur Abobo et dire aussi que Abobo apportera en tout cas sa contribution dans la réussite du Massa 2024. Kandia Camara s'est réjoui de l'apport considérable apporté par le ministère de la Culture et de la Francophonie pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire au cours de la récente Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 tenue
en Côte d'Ivoire. Devant les conseillers économiques et sociaux du CESEC, le ministre en charge de l'environnement a présenté une communication essentielle sur les changements climatiques. Jacques Assaoré a indiqué que le changement climatique est un danger pour l'humanité et face à cette menace, la Côte d'Ivoire a pris des mesures pour lutter contre ce phénomène. Reportage. La planète est menacée. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition numérique lance un cri d'alarme. Au Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le ministre Jacques Assaoré souligne le danger imminent que court l'humanité face à cette menace. On nous dit que si la mer augmente de 4 cm supplémentaires, les villes comme Abidjan, New York, Alexandrie vont se retrouver sous les eaux. Et quand on voit l'avancée de la mer, l'érosion côtière, même si on ne croit pas à ce que les gens disent, on voit. Danger largement causé par les actions humaines. En détaillant la stratégie nationale de lutte contre ces bouleversements climatiques, il met en lumière les mesures prises par la Côte d'Ivoire pour relever ce défi majeur. Il y a 13 millions d'hectares de forêt qu'on a perdus, c'est-à-dire 81% de notre couvert forestier. Les pluies tombent quand il ne faut pas, il fait de plus en plus chaud. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Ces mesures visent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère qui provoquent le réchauffement climatique. Donc il faut agir sur ce axe. L'objectif, c'est d'éviter de recourir aux énergies fossiles, qui sont une des causes des émissions de gaz à effet de serre. Pour le président du CESEC, ces échanges sont cruciaux pour armer l'institution dans sa mission de répondre aux préoccupations des populations et de contribuer à l'élaboration de politiques gouvernementales pertinentes. La séance de ce jour nous offre-t-elle l'opportunité d'être édifiés sur la vision de l'État de Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques, dont les externalités négatives au double plan économique et social ne sont plus à démontrer, notamment au regard des perturbations pluviométriques et du raccourcissement des saisons culturelles qui impactent négativement les productions agricoles, les productions animales et halieutiques, dont la contribution est significative au PIB. Après les changements climatiques, les conseillers économiques et sociaux ont sur leur calendrier le développement numérique et l'habitat durable, des débats fructueux en perspective. Un reportage signé Marie-Chantal Akandan et Ngata Kwame. Ce jeudi, 10 lauréats porteurs de projets financés par le Fonds Steve Profond pour la science, la technologie et l'innovation ont présenté les résultats de leurs produits de recherche en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Occasion pour Adama Diawara d'inviter le secteur privé à accompagner la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Fred Oulaï, Godefroy Okambawa. 10 lauréats, enseignants-chercheurs issus des établissements du supérieur présentent les résultats de leurs projets de recherche. Des projets qui bénéficient du financement du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. Grâce à ce financement, nous avons aujourd'hui développé des alicaments à base de fruits et légumes qui traitent l'hypertension et le diabète en Côte d'Ivoire. Donc ces produits avec plus de manipulation encore, on pourra mettre à la disposition de la population à moindre coût. En 3 ans d'existence, 59 projets, dont 14 achevés, ont été financés par le FONSTI pour une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA. Pour la valorisation de ces résultats, le secteur privé et le FONSTI paraphent un accord. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter quelques résultats des recherches. On en a financé 59, il y en a qui sont en cours. Il y a 14 qui sont achevés, mais nous sommes là pour communiquer au secteur privé, à la société civile, à la presse, que comme le dit le ministre Diawara tout le temps, on a des chercheurs de qualité qui trouvent. Mais voyez-vous, l'un des problèmes majeurs de la recherche en Côte d'Ivoire, c'est sa visibilité. Le secteur privé doit davantage s'impliquer et doit davantage, valoriser les produits de recherche pour que ça puisse servir au secteur privé et que nous puissions à notre tour aider au développement de notre pays. L'engagement du secteur privé
Un acquis à consolider selon la tutelle qui ambitionne faire passer la subvention du PIB consacrée au financement de la recherche de 0,35 à 1%. Nous avons, dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, visé un financement de la recherche à hauteur de 1% du PIB au minimum. Évidemment, 1% du PIB, ça concerne les 3 sources de financement. D'abord le financement étatique, ensuite le financement des partenaires au développement et surtout le financement du secteur privé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes venus présenter ces résultats des travaux financés par le FONSTI à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est un clin d'œil que nous faisons au secteur privé pour lui demander de venir prendre sa place dans le processus de financement de la recherche. Si la recherche scientifique porte des fruits ces dernières années sous l'impulsion financière du FONSTI, il faut aussi noter l'engagement des partenaires techniques et financiers. Anne-Désirée Oloto veut bâtir une administration publique dynamique, efficace et performante. Cet idéal, voulu par le ministère d'État en charge de la fonction publique, nécessite des assises, d'où la tenue des conférences annuelles de programmation des effectifs. Le 3e du genre vient de se tenir sur 4 jours dans les communes de Cocody. La rencontre a réuni les différents directeurs des ressources humaines de l'administration publique. Le compte rendu de Grace Kondo. L'effectif global des besoins en recrutement nouveau au sein de l'administration publique pour les 3 prochaines années est estimé à plus de 110 000 fonctionnaires. C'est ce qui ressort de la conférence de programmation des effectifs 2024. L'exercice consiste à évaluer les différents besoins en personnel des départements ministériels en termes de postes budgétaires. Cela en harmonie avec le budget programme. La conférence de programmation des effectifs de 2023 a permis d'absorber la plupart des admis de 2019, 2020 et 2021. C'est presque 98% de l'ensemble des admis qui ont été absorbés. Mais néanmoins, quand on prend le chiffre de façon absolue, c'est autour de 900 encore à absorber. Il faudrait qu'il y ait une relation entre la formation et l'emploi. Donc le personnel qu'on met à notre disposition, il faudrait que ce personnel réponde aux besoins réels de notre dispositif. Depuis l'instauration de cette politique de conférence de programmation, la fonction publique en tout cas fait un effort pour mettre à notre disposition le personnel dont on a besoin. La mise à disposition des fonctionnaires dans les ministères obéit à des procédures. C'est au vu de ces données qui sont recueillies au cours de la conférence de programmation qu'il y a la conférence ministérielle pour faire les arbitrages en rapport évidemment avec les capacités financières de l'État. Et au sortir de cette conférence, il y aura ce qu'on appelle le catalogue des mesures nouvelles et qui va nous permettre donc d'avoir le cadrage des postes budgétaires pour l'année 2025 pour l'organisation des concours administratifs de recrutement. Lorsque ces concours seront donc organisés, les admis à ces concours seront affectés au regard des besoins qui ont été exprimés aujourd'hui au cours de cette conférence de programmation pour aller dans les ministères où leur profil est demandé pour y prendre service et travailler au sein de nos administrations. La conférence de programmation, qui a donc réuni 3 jours durant les directeurs des ressources humaines des ministères, vise une meilleure planification des personnels administratifs. Le ministre de la fonction publique joue le rôle de régulateur, de manière à ce que les administrations soient confortables avec des profils qui conviennent à leurs ambitions, en vue de faire de notre administration une administration performante, efficace, qui répondent aux besoins de nos populations. Notre système de recrutement sera de plus en plus rigoureux parce qu'il est assis sur des principes de bonne gouvernance. Il dépend des besoins des administrations et de notre approche de maîtrise de la masse salariale. À l'issue des travaux, une motion de soutien a été adressée au gouvernement pour les mesures prises en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Un autre sujet, la mise en œuvre du RSU, registre social unique, repose sur le corps préfectoral. C'est l'objet de la rencontre tenue entre la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et les préfets. Miss Belmandogo engage les préfets de région pour l'élaboration du RSU, une banque de données permettant de mieux adresser la question de la lutte contre la pauvreté. Les précisions de Michel Mambo-Sogodogo. Considéré comme pauvre, toute personne qui vit en dessous de 750 francs CFA par jour et en extrême pauvreté, celle qui vit en dessous de 350 francs CFA par jour.
Les signes de la pauvreté sont multiples: mauvaise santé, logement précaire, sous-alimentation, environnement dégradé, insécurité physique. Afin d'identifier les ménages en situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire, le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté élabore un registre social unique RSU. Une banque de données qui devra permettre d'établir une liste exhaustive des personnes éligibles aux différents programmes de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, et les préfets de région sont mis à contribution. Nous avons trouvé primordial de vous associer à ce projet afin que vous soyez des relais auprès des populations de vos régions respectives. En réalité, il s'agit de faire connaître le RSU, le régime social unique, dans vos localités pour un fonctionnement et une application efficiente, efficace et effective. Plusieurs services sociaux seront mis sur pied au profit des bénéficiaires, entre autres les transferts monétaires et en nature et l'assurance maladie universelle. Il existe au travers de ce régime social unique un enjeu de transparence, de confiance dans le ciblage des programmes sociaux, un enjeu de suivi dans la progression des bénéficiaires et surtout un enjeu de coordination et de complémentarité. Le registre social unique, RSU, va porter sur des programmes en matière de protection sociale, de santé, d'éducation et de solidarité. En politique, une délégation de la jeunesse du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en visite ce vendredi chez le président du directoire du parti. À cette occasion, Mamadou Koné, le nouveau président élu, a présenté ses civilités à Gilbert Koné Kafana. En retour, le chef du directoire du parti présidentiel lui a prodigué des conseils pour le succès de sa mission. Abdoulaye Koné. C'est un échantillon représentatif de l'UJ-RHDP qui a été reçu ce vendredi par le haut représentant du chef de l'État. Une audience qui intervient un mois après la formation du nouveau bureau de l'instance dédié à la jeunesse du parti. Après la mise en place du bureau, il était important pour nous, en tant que structure spécialisée du parti, de venir rencontrer le haut représentant du président de la République, qui est le président du directoire du RHDP. Pour les élections de 2025, nous nous sommes donné un objectif global d'1 million de jeunes que nous devons faire inscrire sur la liste électorale. Alors le président du directoire a insisté sur l'union entre nous les jeunes, la cohésion et la remobilisation surtout des jeunes, à l'effet de tenir la jeunesse du RHDP prête pour les échéances à venir. La jeune garde du parti s'engage aussi à investir le terrain. Avant de prendre congé du président du directoire du RHDP, elle a reçu en retour des recommandations. Je leur ai donc indiqué que la discipline doit être inscrite parmi les priorités parce que le parti ne peut être véritablement efficace et uni que si la discipline y est respectée. Et je leur ai donc dit que le parti comptait sur eux pour les prochaines échéances et particulièrement les activités futures, notamment la révision de la liste électorale. Donc j'ai surtout insisté sur cet aspect parce que cela va être la prochaine activité la plus importante du parti en attendant les élections. Rappelons que c'est au terme d'une assemblée générale élective que Mamadou Koné a été élu en décembre dernier président de l'Union des jeunes du RHDP, avec près de 47% des suffrages exprimés. Une note de sport dans ce journal, le directeur général de l'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, a procédé récemment au lancement des activités sportives du département de Ouangolo-Dougou. Les élèves et écoliers seront en compétition dans plusieurs disciplines sportives au cours de cette édition 2023-2024 de l'OASU. Le reportage de Kader Sogodogo. Lancement des activités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OASU, dans le département de Ouangolo-Dougou. Élèves et écoliers venus en grand nombre pour participer au défilé de présentation des différents établissements qui seront en compétition durant l'année scolaire 2023-2024. Occasion pour le directeur général de l'OASU d'encourager les initiatives locales, celles des personnalités qui soutiennent le sport. Le député de la localité, Traoré Drissa, est en première ligne. L'OASU, au regard de son rôle dans l'animation de la vie scolaire et de l'édification de l'élite sportive nationale, mérite attention
appui et soutien dans l'organisation de ces activités. C'est pourquoi je me félicite et me réjouis des actions de la contribution inestimable de l'honorable député Traoré Idrissa dans le rayonnement du sport scolaire à Ouangolo. Ces encouragements du directeur général de l'OASU à l'endroit du parrain du jour sont traduits en actes par la remise d'un présent. Le député Traoré Idrissa dédie cette reconnaissance à l'ensemble des populations. La reconnaissance n'est pas un droit auquel l'on doit exiger, mais un devoir que tout être conscient doit s'acquitter. Cet hommage, je ne peux pas le porter seul. L'ensemble de la famille sportive de Ouangolo-Dougou, c'est le vôtre. Cet hommage est pour chacun de vous. Pour sa part, le préfet de région du Tchologo, Sori Jean-Pierre, invite les élèves et écoliers à une pratique régulière du sport pour se garantir une bonne santé. Des enchaînements gymnastiques suivis d'un match d'handball hommes U17 marquant l'ouverture des compétitions ont clos cette journée sportive. Direction le Sénégal où la campagne tire à sa fin. Ce sont finalement 17 candidats sur 19 qui seront face aux électeurs ce dimanche le 24 mars. Sinoli Davila et Ulrich Adongon, nos envoyés spéciaux, nous font le point de la situation sur place. 19 candidats, 19 profils, diverses visions. Un même but, occuper le fauteuil présidentiel de la République sénégalaise. Pendant plusieurs jours, les candidats ont arpenté villes et hameaux pour convaincre les électeurs d'adhérer à leur projet. Je sais qu'ici la victoire est acquise. Le président Macky Sall a tout donné à Dagana. C'est une raison suffisante pour avoir une victoire éclatante. Je remercie la jeunesse et les femmes. Nous sommes tous des Sénégalais, on doit prôner la paix. Je vais être celui qui va créer des emplois pour la jeunesse. Les nombreuses difficultés que rencontre la ville de Mbacké, je vais trouver des solutions si je suis élu président de la République. 12 ans, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Amadou Ba, candidat du président sortant, va le faire. La campagne électorale tire à sa fin ce vendredi à minuit au Sénégal. Les candidats ne ménagent aucun effort pour exposer leur programme et accorder la priorité aux besoins des populations. Si vous faites de moi le futur président de la République, Louga va se développer. Louga est une ville prospère. Elle a un rôle important à jouer dans l'économie du Sénégal. Le Sénégal doit être dans de bonnes mains. Il ne faut plus laisser ce pays aux politiciens. Le pays doit être bien gouverné par des personnes compétentes et qui ont des mains propres. Et le meilleur choix qui s'impose, c'est moi, Anta Babacar, seule femme candidate pour assurer la relève. Et pour terminer, une fusillade a eu lieu ce vendredi dans une salle de concert dans la banlieue de Moscou. Bilan enregistré, au moins 40 morts et 100 blessés. Et cette attaque serait revendiquée par le groupe armé État islamique. Et voilà, cette information met ainsi fin à ce journal. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end sur les antennes du groupe RTI.